Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Au mois de mai, j'ai fait certaines de mes meilleures lectures de l'année, certaines de mes meilleures lectures tout court et je suis très contente de venir vous en parler aujourd'hui sur cette chaîne. Je vais pas perdre plus de temps parce que comme j'ai vraiment pris le temps de lire ce mois-ci, j'ai aussi pris le temps de m'interroger sur ce que j'ai vraiment aimé ou pas aimé dans ces lectures et donc voilà, j'ai envie d'essayer de parler de manière un petit peu plus profonde de mes lectures et donc voilà, la vidéo sera peut-être longue par rapport au nombre de livres que j'ai lus, mais c'est pas grave puisque c'est pratiquement que des bonnes recommandations que j'ai envie de vous faire. Donc c'est parti. Tout d'abord, au courant du mois d'avril, puis au mois de mai, j'ai terminé Ma de Hubert Haddad, qui est un livre que j'avais trouvé à 1 € ou 2 € je crois, sur la devanture d'un bouquiniste quand j'étais dans ma précédente ville étudiante. Et je l'ai acheté parce que la quatrième de couverture parle de la marche à pied. C'est la première chose qui est évoquée dans le résumé. Puis on comprend qu'il est question d'un homme qui a le souvenir d'une femme qu'il a aimée, qui était universitaire et qui était passionné d'un poète qui écrivait des haïkus. Donc cette histoire se passe au Japon. Et je l'ai acheté parce que j'étais très intriguée par le rapport entre la marche, qui est quelque chose que j'adore, moi je marche beaucoup, et je marchais d'autant plus l'été où j'ai acheté ce livre, et la poésie et l'amour. C'était un petit peu le sous-texte aussi évoqué par le souvenir de cet universitaire. Et du coup, dans Ma, on suit un jeune garçon qui travaille dans un café-bar pour financer ses études. Il vit seul avec sa mère, qui s'appelle Soichi, et il va rencontrer du coup cette femme plus âgée, universitaire, qui elle est passionnée et écrit une sorte de thèse qui en même temps est un peu fictif et dans lequel elle s'insère sur un poète qui a réellement existé, qui s'appelle Santoka et qui partage avec le héros de ce livre un même prénom, Soichi. Et Santoka, c'était aussi un moine bouddhiste qui écrivait et publiait des poèmes de son temps, qui a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et du coup, ce roman se propose de faire le lien entre ces deux personnages, puisque ça commence avec la narration du personnage Soichi, le jeune homme qui travaille dans un café. Puis on rentre dans l'histoire de Santoka, qu'on devine peut-être être le projet d'écriture de cette femme que Soichi a connue sur Santoka. Et donc on suit ces deux personnages. On suit l'enfance de Santoka, les drames qui ont marqué sa vie, les choses qui l'ont bousculé, mais aussi son éveil à la poésie et son éveil au bouddhisme et à la recherche de l'instant présent et d'une sorte de délivrance, d'un détachement qui passe notamment par la marche, mais aussi par la poésie et par le fait d'observer le monde autour de soi. Et j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré cette lecture. Et d'ailleurs, je vous avais présenté dans un vlog un Commonplace Book, donc qui est un carnet dans lequel j'écris pas mal de choses. Je n'ai pas beaucoup réécrit dedans, mais j'avais écrit un petit peu mes pensées sur ce livre et du coup, comme je venais de le terminer quand j'ai écrit dans mon carnet, je vais vous lire ce que j'ai écrit, puisque moi d'habitude je prends pas l'habitude de faire des avis écrits, des chroniques de mes lectures. Je sais pas pourquoi, j'ai beau aimer écrire, j'ai beaucoup de mal avec le fait d'écrire et de trouver mes mots pour qualifier mes lectures, mais là c'est le cas, donc autant en profiter. C'était d'abord difficile de rentrer dans ce texte lyrique qui ne nous dit pas clairement où il nous emmène, et j'étais par ailleurs en panne de lecture quand je l'ai commencé. En effet, je n'ai lu qu'un seul livre en avril et j'avais beaucoup de mal à me lancer dans ce livre. Il y a plein de moments où je le commençais et où j'étais fatiguée, je comprenais plus ce que je lisais, mais ça c'était vraiment dans un premier temps. Pourtant, j'ai fini par me laisser emporter. La plume était belle, attentive à la nature et aux sentiments humains tout en restant très juste, sans chercher d'effet de style. La plume du roman m'a rappelé la simplicité du haïku et son émerveillement sincère pour le monde. J'aime qu'il s'agisse d'un roman qui ne nous dit pas tout, qui cite de grands poètes tels que Basho, qui fait référence à l'histoire et la mythologie japonaise sans tout expliciter. Il s'agit d'une invitation à nous y intéresser. L'auteur écrit en prenant en compte l'intelligence et l'éventuelle curiosité de son lectorat, et ça me paraît peut-être idiot, mais j'ai trouvé ça important. J'ai du mal ces derniers temps à trouver des romans qui ne soient pas soit surexpliqués, c'est un peu mal dit, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, soit à l'inverse bien trop obscur, hermétique. J'ai aussi pris en note les thèmes de la marche et du détachement, je vous en ai parlé, c'était pour m'en rappeler. C'est pour le premier que j'ai choisi d'acheter ce roman, c'est notamment grâce au second qu'il est devenu l'une de mes meilleures lectures. J'ai aussi noté que je trouvais très pertinent le rapport entre les thèmes de la marche et du détachement et du fait que moi dans ma vie pour aller mieux j'ai souvent dû me mettre en mouvement pour atteindre une certaine satisfaction, une certaine stabilité émotionnelle et physique. J'ai pensé aussi pendant ma lecture au concept de résilience, donc qui n'est pas du tout cité ou qui n'est peut-être pas mis en avant par l'auteur, c'est peut-être pas ce
à quoi il pensait, mais j'ai un petit peu mis ça en commun. La résilience qui, selon moi, peut être associée à ce personnage de Santoka qui vit un premier traumatisme très lourd qui va le hanter toute sa vie. Je vous en dis pas plus. Santoka marche mais met du temps à retourner sur les terres familiales, à aller visiter ses fantômes. On ne sait pas s'il marche pour fuir, puisque le détachement n'est-ce pas une manière de faire face justement au traumatisme, au deuil, aux responsabilités. Et j'ai fini par écrire que le mouvement, le détachement, ça permet aussi d'arriver à l'acte de création. Et est-ce que c'est être détaché que de vivre dans l'instant et d'être à l'écoute de ses sensations, de la nature alentour? Ça me donne envie de m'intéresser aussi aux moines bouddhistes. J'étais très sensible à cette notion d'instant que je retrouve dans l'une de mes autres lectures, Agua Viva de Clarice Lispector, dont je vais vous parler juste après. Et du coup, comme j'en ai noté là-dedans, j'en profite aussi pour vous lire des citations du roman pour peut-être vous donner envie de lire. Le voyageur, après combien de haltes où nul ne l'espère, se dissout à la fin aux boucles du voyage sans rien avoir appris des espaces. On marche si longtemps, des années, pour oublier. On pourrait très bien mourir à chaque pas, c'est pour ça qu'on avance. Il faut savoir s'arrêter n'importe où, à n'importe quel moment, et prendre avec délicatesse le pouls de l'impermanence. Si les saisons et les jours sont les enfants du temps, chaque instant est un temple. Le roman est aussi parsemé de haïkus, que ce soit de Basho, donc qui est un poète qui a vécu avant Santoka et qui était l'un des maîtres de Santoka, des haïkus de Santoka lui-même et même des haïkus, je pense, écrits par l'auteur. Et ça, j'ai trouvé ça hyper chouette aussi. Et c'est un roman qui m'a fait beaucoup réfléchir, comme les pages dans ce carnet vous le laissent entendre. Et je ne sais pas si j'arrive bien à exprimer pourquoi je l'ai à ce point aimé, mais moi il m'a beaucoup marqué, c'est des thèmes qui me sont très importants. Je pense que si vous êtes sensible à tous ces thèmes que j'ai abordés avec vous et que vous aimez les plumes à la fois lyriques et en même temps qui n'en font pas trop, je pense que ça peut énormément vous plaire. Et moi maintenant j'ai envie de m'intéresser à tout ce qu'a fait Hubert Haddad parce que j'adore à la fois sa plume mais aussi sa manière de construire une histoire à partir de, j'imagine, des choses qui l'intéressent et des choses qui captent sa curiosité. Donc voilà, une excellente lecture, l'une de mes nouvelles lectures favorites de tous les temps. Je l'ai un petit peu évoqué juste avant et je ne l'ai pas en ma possession, mais j'ai ensuite lu Agua Viva de Clarice Lispector que la belle-mère de mon copain m'a prêté. Et je suis très très contente de l'avoir lu parce que j'avais du mal à me le procurer. Après, quelqu'un m'a dit en commentaire qu'il y a une maison d'édition qui les republie, qui republie Clarice Lispector. J'ai trouvé, vous verrez ça dans un prochain vlog, un livre de Clarice Lispector que j'aimerais lire bientôt. Mais Agua Viva, c'est un texte que j'avais du mal à trouver. Et donc quand je l'ai vu dans sa bibliothèque, j'en ai profité. C'était dans la liste des livres que j'avais envie de lire pour 2025. Et Agua Viva, c'est un texte très particulier, c'est très très difficile de le qualifier. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à ce vlog que j'ai filmé pour moi il y a quasiment un mois et que vous avez vu il y a quelques semaines peut-être apparaître sur la chaîne, parce que je vous lis des extraits et je vous parle vraiment au moment où je lis le texte de ce que j'en pense et de ce que je perçois, puisque c'est un texte qui est assez compliqué. C'est un texte qui est très étonnant et qui est à la frontière entre plein de genres et qui est une expérience de lecture étrange et en même temps qui est très très intéressante, puisque dans ce texte, Clarice Lispector, elle est à la recherche de l'instant. Elle essaye de pousser son travail poétique et son travail d'écriture vers justement cet instant présent dont elle essaye de se saisir et qui lui glisse entre les doigts comme de l'eau. Et c'est une métaphore un peu filée qui n'est pas toujours explicitée dans tous les passages du livre, mais qui est toujours là quand même. Et en fait, on suit ses pensées au fur et à mesure de l'écriture et elle met ça aussi en lien avec ses peintures parce que de base, c'est une artiste peintre qui a aussi écrit énormément de livres. Donc c'est une artiste brésilienne, j'ai pas précisé, mais originellement le texte est écrit en portugais. Et j'ai trouvé ça très très étonnant et en même temps complètement ma came. C'est complètement le genre de texte que j'aime lire. Les textes vraiment, comme j'ai dit, à la frontière entre plusieurs genres, mais qui sont aussi tellement uniques et qui ont tellement une force qui s'incarne. En fait, je ne pourrais pas décrire ce livre en le comparant à autre chose puisqu'il est totalement unique. Et j'ai été très très sensible à la plume de Clarice Lispector. J'avais peur que ce soit dur à lire. Originellement, si je ne l'avais pas trouvé en français, je me le serais procuré en anglais. Mais je pense que c'est une bonne chose de l'avoir lu en français finalement. Parce que même si la plume, les termes, la syntaxe n'est pas si compliquée, c'est le propos même de ce qu'elle essaye de raconter, et ce qu'elle raconte d'ailleurs avec brio, qui est complexe. Et je pense que le traducteur ou la traductrice, je pense que c'est une traductrice qui s'est occupée de cette version, a fait un excellent travail. Parce que c'était très poétique et ça aurait pu être rédigé en français et ça aurait été très très beau. Et donc on sent qu'il y a eu une grande attention qui a été mise sur cette traduction.
Et du coup, c'est hyper difficile de vous en parler un petit peu plus en détail. Là, je vois que j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, si ce n'est que c'est l'un de mes nouveaux textes préférés. Je pense que c'est aussi le genre de texte que l'on reparcourt encore et encore dans sa vie à plusieurs moments. Et à chaque lecture, on en tire quelque chose de différent. Chaque personne, chaque lecture, chaque âge auquel on est quand on le lit peut nous apporter des choses différentes. Et j'ai absolument adoré ma lecture. Je vous conseille le vlog si vous voulez des extraits pour avoir une idée un petit peu plus concrète de ce dont il s'agit. Et j'enchaîne les excellentes lectures puisque je pense que j'ai trouvé mon meilleur livre, ma meilleure lecture de 2025. J'ai lu Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Lyon. Mon bouquin a vraiment en a pris un coup. Il est assez abîmé, mais ça c'est un bouquin aimé. Ça c'est un bouquin que j'ai traîné partout. C'est un bouquin qui m'a fait vibrer, qui m'a fait pleurer, qui m'a changé en fait. J'ai dit auparavant avec Aguaviva et Emma que ce sont des romans qui sont faits pour moi parce qu'ils évoquent des thèmes et des choses qui m'intéressent. Ça vient compléter ce que je vous ai présenté avant. Puisque Adèle Lyon, elle signe dans Mon vrai nom est Elisabeth une enquête familiale. Elle va essayer de retrouver la trace, bon, elle est décédée, mais de retrouver dans les archives et à travers des rencontres qu'elle va faire une arrière-grand-mère qu'elle n'a pas connue, qui était connue dans sa famille pour être folle. On la disait schizophrène et Adèle Lyon, elle va aller à la recherche de cette figure-là, essayer de comprendre pourquoi, lire les lettres, contacter les enfants de son arrière-grand-mère, donc que ce soit sa grand-mère à elle, ou même une belle-sœur, je crois, qui est encore vivante de Elisabeth. Et c'est absolument glaçant, c'est très très beau, c'est bien écrit. Adèle Lyon, de base, elle est chercheuse en cinéma à l'ENS. Et on suit cette enquête, on suit les émotions qui la traversent. Ça parle aussi énormément du lien et de la transmission de la psychogénéalogie. Alors moi je suis quelqu'un passionné de généalogie, j'aime beaucoup la généalogie. Mon père fait de la généalogie, ma soeur fait de la généalogie. Je m'y mets aussi un petit peu, j'aime bien voilà, demander à mes proches, à mes amis, tiens, t'as le nom de tes arrière-grands-parents et leur lieu ou date de naissance, que j'essaie un peu de les retrouver et remonter ton arbre généalogique. Enfin vraiment, c'est assez spécifique comme passion, mais je pense que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous comprenez à quel point c'est important, et en même temps pour certaines personnes ça l'est pas, mais bref, selon moi c'est important aussi de savoir d'où on vient et de s'interroger sur son passé, des conditions qui font qu'on est là où on en est. Et Adèle Lyon, c'est les questions qu'elle se pose parce qu'elle a peur elle aussi de commencer à développer peut-être de la schizophrénie, elle a peur de ses émotions, elle a peur de cette colère qu'elle a en elle et elle ne sait pas d'où elle vient, et petit à petit elle va être de plus en plus en colère quand elle va se rendre compte de ce qu'a malheureusement vécu Elisabeth et de ce qu'on imposait aux femmes qui voulaient être indépendantes à l'époque, puisque ça parle aussi évidemment de la condition féminine, là en l'occurrence dans les années 30, 40, 50, et de la manière dont la santé mentale était traitée à l'époque. Peut-être que vous pouvez deviner avec ce que je dis où est-ce qu'on va, quelles vont être les pratiques évoquées dans ce roman. Et j'ai adoré le fait que dans ce roman, elle nous montre tout. Elle parfois retranscrit des échanges téléphoniques ou des échanges à l'oral avec ses proches. Elle retranscrit des lettres que s'échangeaient ses deux arrière-grands-parents. Elle nous dit aussi parfois, j'ai essayé de contacter telle personne, mais elle ne veut pas du tout parler de sa mère, elle ne veut pas du tout parler de sa sœur, elle ne veut pas... On a vraiment tout. Et on comprend aussi dans les silences de certains personnages, mais en même temps ce sont des vraies personnes, on comprend dans le silence de certaines personnes la lourdeur du fait de grandir avec un secret familial, avec une mère malade, la peur aussi de certains personnages quand c'est à leur tour de devenir parents. On a une cousine notamment de l'autrice qui s'est interrogée sur le passé de cette arrière-grand-mère quand elle allait elle-même devenir maman. Et c'est des sujets qui sont tellement importants et qui me plaisent énormément. Et en fait, c'est un livre qui touche à la fois à la psychologie, à la transmission, mais aussi à la santé mentale, au féminisme, à la place des femmes dans cette société et dans ce carcan familial qu'on a toujours voulu pour elles, et comment on traite celles qui n'arrivent pas à s'y accommoder. C'est une lecture incroyable et c'est, je pense, mon roman préféré, c'est l'un de mes romans préférés, c'est ma meilleure lecture de l'année, et j'enjoins tout le monde à lire ce livre si ce sont des thèmes qui vous intéressent, mais pas que, parce que je trouve qu'on est tous touchés d'une manière ou d'une autre par la généalogie, par les secrets de famille, par les non-dits. Il y a certaines personnes qui choisissent de ne pas s'intéresser à leur passé, aux actes ou à la santé mentale de certaines personnes dans leur lignée, et c'est un choix et ça appartient à chacun. Mais moi, je pense que c'est important aussi pour comprendre pourquoi tes parents ont agi de la sorte, pourquoi tes grands-parents ont agi de la sorte, quels sont les schémas de répétition que l'on peut trouver
dans chaque lignée, et pour se comprendre et aussi pour peut-être se pardonner des choses ou au contraire faire sa vie et essayer de ne pas refaire les mêmes choix. C'est important de se renseigner là-dessus. Après voilà, encore une fois, ça n'intéresse pas tout le monde et ce n'est pas du tout un problème. Simplement, moi, je suis très sensible à ça. Et au-delà de ça, au-delà même du fait que je suis très sensible à ça, je pense que c'est un roman que tout le monde peut lire et dont tout le monde peut tirer quelque chose. Parce que même si on ne s'intéresse pas à la manière dont je m'y intéresse moi, on a tous connu des personnes dans nos familles dont on dit des choses et on n'a pas forcément tous les éléments, et la manière dont l'histoire, le temps et la peur et aussi la pression de la société font que on peut déposséder des personnes de leur histoire, de leur vérité. Et donc bref, mon vrai nom est Elisabeth. Si vous ne devez retenir qu'une recommandation de ma part de toute ma chaîne, c'est ce roman. Et d'ailleurs, je l'ai offert à ma sœur et je vais continuer de l'offrir à plein de gens autour de moi. Petite pause pour vous dire que je suis désolée pour les bruits que vous entendez. J'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait très chaud dans mon appartement. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de Jimbocho Sisters de Kitoum ou Kitume. Je ne vais pas vous en dire énormément parce que tous les mois je lis un tome quasiment de cette série, ou alors du moins il y a 2 mois je vous en ai parlé en janvier aussi je crois. Donc c'est un manga qui suit 3 sœurs qui ont hérité de la librairie de leur grand-père, et on les suit chacune, mais surtout la deuxième fille qui est celle qui s'occupe de la librairie, qui est une librairie d'occasion. Et elles ont un voisin assez surprenant puisque tout ça se passe dans un quartier de Tokyo dans lequel il y a plein de librairies d'occasion. Et donc on voit comment ce monde fonctionne et comment mettre aux enchères un bouquin, comment aller chercher ce bouquin, quel livre mettre en avant. Est-ce qu'il vaut mieux plutôt mettre en avant des livres justement très très spécifiques, très niches sur des sujets, ou au contraire essayer d'être une librairie plus générale pour quand même survivre. On voit plusieurs personnages qui aiment les livres et je sens aussi que la mangaka adore les livres et adore son sujet. Et donc ce voisin particulier, il est intéressé par un carnet, un livre qu'il aimerait se procurer. Et ça a peut-être un lien ou non avec nos 3 sœurs et c'est très doux, c'est très beau. On suit aussi la vie sentimentale de l'aînée, mais également celle de la plus petite. Et en fait, quelque chose que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est la douceur, le lien entre ces 3 sœurs. Je sens que c'est très sain, il y a quelque chose de beau dans la représentation de cette sororité, puisque elles sont toutes les 3, leur père est très très peu présent, il vient de temps en temps, il prévient pas, il repart. Elles n'ont plus de maman et elles se soutiennent les unes les autres, elles s'élèvent les unes les autres, pas forcément la plus âgée avec la plus jeune, parce que la plus jeune elle est aussi là pour sa grande sœur. Et en fait elles ont des discussions souvent le soir après manger qui moi me rappellent des discussions que j'ai pu avoir avec mes sœurs, et bon, en plus doux, en plus cosy, parce qu'on est un peu plus explosif dans la famille. Mais là c'est vraiment quelque chose d'à la fois cosy et en même temps leurs discussions peuvent être assez profondes, plus profondes que ce que j'ai pu lire dans des slice of life, dans des mangas hyper doux comme ça, hyper cosy. Et donc ça fait du bien, j'aime beaucoup. J'aime le fait que la romance ne soit pas vraiment le point principal, et qu'en fait le point principal c'est juste cette sororité, c'est juste ces 3 sœurs qui s'apportent les unes aux autres énormément, on les suit les unes les autres, et je trouve ça trop court, et je crois que malheureusement il va y avoir que 5 ou 6 tomes, donc j'ai bientôt terminé. Et j'aimerais passer beaucoup de temps dans cet univers. Je pense que c'est vraiment un manga que j'aurais aimé être plus long, parce que je sais que certaines œuvres, elles tirent en longueur et après c'est plus intéressant, mais c'est tellement un univers chouette dans lequel on peut faire plein de choses que j'espère que peut-être que cette autrice, elle explorera le destin de ses sœurs et qu'elle fera peut-être des mangas toujours dans cet univers-là, parce que c'est hyper plaisant quoi. Et par exemple là vous voyez sur la couverture, enfin plutôt sur voilà, comment on appelle ça d'ailleurs, je ne sais pas, je suis pas encore pro des mangas. On voit la petite carte de visite de la librairie, il y avait un ex-libris sur l'un des autres tomes, enfin c'est vraiment parsemé de détails, en plus dans un style que je trouve très doux et assez original de dessin. C'est vraiment l'univers du livre et en même temps ses relations entre sœurs, et je trouve ça très beau, très touchant. Et encore une fois, si vous n'avez qu'un manga seulement à retenir de ma chaîne, de ce que je vous conseille, Jimbocho Sisters, même si vous lisez peu de mangas, si vous aimez les livres, je trouve que c'est très doux, très chouette et ça fait du bien. Vous avez bougé un petit peu parce que j'ai touché à mon téléphone pour aller relire mes notes sur la lecture qui va suivre, puisque je vais vous parler de la lecture que je n'ai pas aimée ce mois-ci, et donc ma dernière lecture du mois. Mais là où je suis très contente de l'avoir lu quand même, c'est que vous allez le voir, c'est un thème qui m'intéresse énormément, et surtout ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai vraiment pris le temps de comprendre pourquoi j'aimais pas forcément ma lecture,
et c'était ultra agréable en fait comme expérience de lecture. Donc je remercie ma cousine qui me l'a offert, voilà. Je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, mais c'est pas du tout un mauvais cadeau, au contraire, parce que j'ai beaucoup appris de cette lecture. J'ai lu Médée de Rosie Houellebecq, j'ai du mal à prononcer son nom, mais vous le voyez peut-être ici. Dans tous les cas, c'est l'une des seules réécritures de Médée, on va dire vraiment moderne, anglophone, qui est sortie. Je l'ai lu en français, ça a été publié chez Hauteville. Et Médée. Si vous venez seulement de découvrir cette chaîne et que vous ne me suiviez pas à l'époque, je vais devoir faire un petit point sur Médée. Médée, c'est mon mythe préféré depuis le lycée. J'ai lu beaucoup de réécritures de Médée et j'ai moi-même essayé de réécrire Médée à plusieurs reprises. C'était mon projet principal d'écriture pendant des années. Je ne suis jamais allée au bout d'aucun projet d'écriture pour le moment et j'ai un peu mis ça en pause. Mais du coup, Médée, je la connais sur le bout des doigts. Je connais les différentes versions du mythe. Je pense, hein. Évidemment, je ne suis pas parfaite, il y a peut-être des choses sur lesquelles je ne suis pas hyper calée, mais disons que c'est un peu mon sujet. C'était mon intérêt spécifique pendant des années et donc j'ai une sensibilité accrue sur ce mythe et donc j'ai aussi beaucoup plus d'exigences. Et là, en l'occurrence, ça l'a pas fait pour plusieurs raisons. Il y a eu des choses intéressantes, mais je vais devoir prendre un peu point par point par rapport à ce que j'ai écrit sur mon téléphone, qui est aussi ma caméra, donc c'est pas hyper pratique, afin de vous dire pourquoi je n'ai pas aimé, mais aussi vous parler des choses qui ont fonctionné. Tout d'abord, je trouvais que c'était très plat dans l'écriture. Et alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a eu cette mode à partir de 2012, je dirais, des réécritures de mythes. Je dis 2012 parce que je pense que Le Chant d'Achille a été écrit en 2011, mais il y a eu une sorte d'essor plutôt dans la fin des années 2010, tout début 2020. Et on a eu plein de réécritures de mythes contemporains et aussi dits féministes, mais qui n'avaient rien de féministe. Le seul truc féministe dans ces réécritures, c'était que c'était des romans sur des femmes. Et le grand truc des maisons d'édition, c'était de dire que enfin on met la lumière sur des personnages mythologiques féminins qui ont été oubliés ou critiqués dans l'histoire. Et non. J'ai une licence de lettres et j'ai beau ne pas avoir toutes les connaissances du monde, j'ai lu beaucoup de mythes et dans leur version antique, donc dans leur version notamment grecque qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, ça fait une trotte. Et ces personnages féminins étaient déjà mis en avant. Il y avait déjà des pièces qui ciblaient vraiment et qui avaient pour titre le nom de ces personnages féminins. Certes, parfois, ces femmes, elles étaient critiquées, elles n'étaient pas forcément traitées de la même manière qu'aujourd'hui, mais en même temps, c'est trop réducteur de dire que c'était misogyne envers elles, puisqu'il y a plein de personnages très forts, de figures très fortes dans les pièces écrites à l'époque, et c'est aussi, je pense, plutôt la période classique, le théâtre classique, qui a eu tendance à en faire des monstres, mais pas que. Ce serait trop réducteur, encore une fois, de dire que le théâtre classique en a fait des monstres, en fait. Disons que je trouve que c'est assez dommage pour des personnes qui écrivent des mythes et qui donc, j'imagine, s'intéressent à la littérature, aux mythes de la Grèce antique, de dire que à l'époque, ces femmes étaient vues comme des monstres parce que c'est plus complexe que ça. Et du coup, bref, je ferme cette petite parenthèse. Je trouve que l'argument on fait une réécriture féministe pour beaucoup d'autrices, et parce que j'ai lu que des autrices, mais j'imagine aussi d'auteurs, c'était une manière de ne prendre aucun risque dans l'écriture, ce qui fait que la narration était très plate. Alors c'est traduit en français, peut-être qu'en anglais c'est mieux, mais j'ai pas trop l'impression des extraits que j'ai pu lire sur Goodreads. On prend aucun risque, on raconte juste de manière chronologique les événements de ce mythe, et ouais, c'est très plat, c'est juste je me lève. J'avance vers le miroir, je regarde ma longue chevelure sombre et ses yeux qui font peur à tout le monde. C'est très mal dit, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est qu'il n'y a aucune recherche esthétique et quand on prétend réécrire un mythe, il faut proposer quelque chose de nouveau. Parce que des réécritures de Médée, il y en a plein. Et il y a plein d'auteurs qui sont allés chercher un moyen de rendre ça soit juste différent, intéressant, à travers une plume un petit peu alternative, à travers un style qui sort de l'ordinaire, ou alors qui ont, comme Laurent Godet, mélangé le mythe de Médée au mythe de la déesse Kali, donc Médée Kali de Laurent Godet, je vous conseille, c'est une très belle pièce de théâtre. Et du coup, bref, j'ai trouvé que déjà l'écriture inintéressante au possible, ça m'a rappelé les romans de YA que je lisais à l'époque, et c'était juste des page-turners. Et par contre là, on peut dire que c'est un page-turner, et par contre je vais quand même me faire l'avocat du diable. Les page-turners, je trouve plus ça intéressant parce que j'ai envie de lire des choses qui me challengent un peu et j'ai envie de lire des plumes alternatives, différentes, belles, contemporaines, qui
sont poétiques, qui vont chercher un travail esthétique. Mais en même temps, ça doit être très difficile d'écrire un page turner parce qu'il faut quand même maîtriser un certain rythme. Et moi, j'y arrive pas. Moi, je suis incapable d'écrire un truc rapide. Je maîtrise pas du tout le rythme. Le rythme de mes romans, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même positif, c'est que ça se lit très vite, très bien. Et c'est chouette. Peut-être que l'autrice ne s'attendait pas à faire une grande œuvre littéraire et qu'elle s'attendait plutôt à écrire quelque chose de divertissant. Et en même temps, c'est aussi une bonne porte d'entrée dans le mythe, j'y viens. Médée, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer d'être rapide, c'est la fille d'un roi qui s'appelle Éétès. Il est le roi de la Colchide et le père d'Éétès, c'est-à-dire le grand-père de Médée, c'est le soleil, c'est le dieu du soleil. Et du coup, ils ont énormément de pouvoir puisque Médée, en plus de ça, elle est prêtresse d'Hécate. Elle est la nièce de Circé, que vous connaissez peut-être davantage, et aussi à travers la réécriture de Madeline Miller, qui est une bonne réécriture, soit dit en passant. Et c'est une magicienne, elle va vivre en Colchide jusqu'à peu près ses 18 ans, quand un bateau va arriver en Colchide, c'est le bateau des Argonautes qui est mené par Jason, qui veut récupérer son trône puisque son oncle a tué son père et lui a été caché par sa mère, donc il a pu survivre et il arrive un beau jour devant son oncle, il lui dit rends-moi mon trône et son oncle lui dit seulement si tu nous ramènes la toison d'or. La toison d'or, je brûle un peu des étapes, c'est une toison dorée qui est réputée pour avoir des grands pouvoirs et pour donner vraiment un pouvoir énorme à qui la possède. Et Tess la possède parce qu'elle lui a été donnée en cadeau parce qu'il a accueilli un jeune prince qui avait lui aussi perdu son royaume et perdu son trône tout simplement, qui a fui la guerre. Et Médée, elle va rencontrer Jason. Elle va en tomber amoureuse et elle va décider de l'aider grâce à ses pouvoirs puisque Éétès dit à Jason « Ok, je te donne la toison d'or seulement si tu réussis toutes ces épreuves. » Donc il y a plusieurs épreuves et elles sont impossibles. Beaucoup ont essayé d'avoir la toison d'or et sont morts pendant ces épreuves. Mais Médée, elle est amoureuse. Médée, elle veut sortir de la Colchide et elle dit à Jason « Je vais te préparer tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. » Jason réussit les épreuves, Jason s'enfuit avec Médée, sauf que la flotte d'Éétès, Éétès n'avait pas du tout prévu que sa fille la trahisse, et Éétès poursuit Jason dans la mer et va essayer de les rattraper, sauf que Médée, à partir de là, et je ne vous en dirai pas plus, va commettre plein de crimes pour défendre Jason qui va l'épouser. Elle va commettre des crimes atroces et Médée, elle est surtout connue pour la partie finale de son histoire, qui est celle qui est la plus racontée dans les pièces de théâtre, qui est l'infanticide. Et voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça si ça vous intéresse. Si vous avez besoin de recommandations de quelle pièce lire de Médée, laissez-moi un commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Donc, Rosie Houlette, elle a choisi, comme à l'époque moi quand j'avais essayé de réécrire Médée, de reprendre Médée depuis son enfance, voir toutes les étapes de sa vie qui sont évoquées dans beaucoup de pièces, donc dans les pièces qui suivent la fin de sa vie avec Jason. En fait, on évoque son passé, mais il n'a pas souvent été non plus montré dans la littérature. Et donc elle choisit vraiment de mettre toutes les étapes. Et ça, je trouve ça très intéressant et très bien, parce qu'on voit comment elle évolue et comment elle est corrompue au fur et à mesure du temps. Mais un truc que j'ai détesté dans la Médée de Rosie Houlette, c'est que Médée est une femme passive. C'est une jeune fille passive, qui subit les événements et qui, au départ, n'a que de la pureté dans son cœur. Et elle va être certes corrompue par sa relation à Jason, qui est un personnage assez toxique, c'est un pervers narcissique, on pourrait le qualifier comme ça aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai trouvé que rejeter tout à fait la faute sur les hommes, et sur en l'occurrence Jason dans ce roman, ça a fait du desservice à Médée. Parce que Médée, certes, elle est victime de cet homme qui va la trahir, mais elle est aussi, c'est une force de la nature. Elle est aussi, à l'intérieur d'elle-même, très très passionnelle, très noire, très intense. Et Jean Anouilh, dans l'une de mes versions préférées, en avait fait une figure de l'absolu, c'est-à-dire c'est vraiment une femme, si elle n'a pas ce qu'elle veut, elle va rentrer dans tous ses états, elle va secouer ciel et terre pour obtenir ce qu'elle veut, pour défendre les siens. Et donc, elle est prête aussi à commettre des atrocités. D'autant plus que c'est la petite fille du soleil, elle a quand même du sang divin. Et donc, en faire seulement une victime des événements, j'ai trouvé ça très dommage parce qu'elle perdait de son individualité. Et c'est en ça que c'est un personnage extrêmement compliqué à écrire. Je suis passée par là, j'ai essayé de l'écrire, je n'ai pas réussi. Donc déjà, Rosie Houlette, bravo d'avoir fait quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. C'est très très difficile d'écrire un personnage qui est à la fois victime, mais en même temps qui est aussi l'agresseur, qui est aussi pleine d'elle-même, qui ne se laisse pas non plus déposséder par les autres, qui est très très intense, qui fait peur et qui va puiser dans la noirceur, dans la magie noire pour vraiment obtenir ce qu'elle veut, défendre ce qu'elle a.
Et c'est complexe de créer de l'empathie pour un personnage, mais j'ai trouvé que du coup, cette autrice, elle essayait trop de nous la rendre empathique. On peut créer des personnages qui sont ambigus moralement, sans leur donner mille et une raisons d'agir mal. Parfois, on a juste un personnage qu'on suit et qui pète un boulard et qui va décider de commettre des atrocités pas nécessaires. Et justement, c'est intéressant de chercher des manières d'écrire ce personnage pour comprendre sans forcément toujours avoir des excuses. Parce que là, tout était bon pour plaindre Médée, pour avoir pitié de Médée. C'était trop dommage. J'ai trouvé qu'elle était trop passive et c'est pas la Médée que j'aime. J'ai aussi noté que cette autrice, elle essaye de nous rendre Médée agréable en en faisant un personnage qui a des valeurs morales qui sont proches des nôtres, alors que Médée, elle est profondément immorale. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une femme immorale peut aussi être blessée, peut aussi être victime d'un autre homme immoral en fait. Deux personnes immorales peuvent s'autodétruire et elle peut être victime aussi d'une société qui rejette les étrangers parce qu'à un moment elle va se retrouver dans des terres qui ne sont pas les siennes et elle est l'étrangère puisqu'elle vient de contrées lointaines. Elle subit aussi les moqueries et les critiques parce que c'est une sorcière, alors même que dans les mythes originels on peut trouver des passages qui évoquent le fait que quand elle et Jason étaient en fuite, elle a aidé des peuples dont les champs étaient touchés par des maladies à s'en débarrasser et à donc sauver la vie de plein de gens. Et à côté de ça, elle commet des atrocités quand même. Et en fait, voilà, il y a un truc qui manque, il y a un truc trop lisse. Et j'ai aussi trouvé qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman qui tiennent du hasard. C'est-à-dire que par exemple, Hécate, la déesse dont elle est censée être la prêtresse, elle arrive assez tard dans sa vie de jeune fille. Et en fait, elle choisit de lui donner des pouvoirs parce qu'elle s'ennuie et qu'elle a envie de voir ce que ça donnerait de donner des pouvoirs à Médée. Et je trouve que notamment quand on écrit sur la mythologie, c'est complexe de faire ça, de choisir ça, parce que il y a les moires aussi. Les moires, ce sont les déesses qui décident de ton avenir, en fait, qui coupent les fils de ta vie. Et donc, en fait, les dieux aussi sont censés intervenir. Mais là, Médée, elle agit toujours dans ce roman à cause de Jason. Elle n'est jamais responsable d'elle-même. Et à côté, elle énerve les dieux, sauf que elle est aussi divine. Donc, dans ma conception de Médée, c'est complexe d'en faire un personnage tellement passif qu'elle subit aussi la colère des dieux, alors que dans le mythe originel, elle peut commettre tout et n'importe quoi. Elle tue n'importe qui et il n'y a pas cette incidence-là parce qu'elle reste divine. Et dans le mythe originel, à la fin, elle est aussi censée être secourue. Alors, il y a plusieurs fins possibles à Médée. Les auteurs, après, choisissent de faire comme ils le veulent. Mais dans beaucoup de versions, elle est sauvée à la fin par le dieu du soleil, donc son grand-père, qui vient la chercher sur un char doré. Et donc en fait, ça montre bien que choisir d'en faire aussi une victime à côté de ça des dieux, c'est assez difficile comme choix parce que du coup, qu'est-ce qui dépend d'elle? Qu'est-ce qui dépend des dieux? Est-ce qu'elle est vraiment amoureuse ou est-ce qu'elle a une flèche d'amour qui lui est tombée dessus et qu'en fait c'est les dieux qui essayent de faire leur petite manigance? Ça, c'est pas du tout évoqué en profondeur, ce qui fait qu'à un moment dans le livre, on se rappelle que ah bah oui, il y a des dieux et ils sont énervés alors qu'il s'est déjà passé mille autres choses qui auraient pu les énerver. Tout arrive comme un cheveu sur la soupe et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et j'aime pas ce côté hasardeux, la place qui est donnée au hasard parce que je trouve que ça permet aussi à l'autrice de se dédouaner de beaucoup de choix qui sont compliqués à faire quand on réécrit un mythe aussi complexe que Médée. Parce que du coup, en fait, j'ai l'impression que les passages qui étaient trop complexes à évoquer, elle s'est dit, ok, j'utilise ma carte joker les dieux finalement sont en colère. Ou alors, ah bah non, mais ça c'est le hasard. Et Kat, en fait, elle s'ennuie, donc Kat, elle va te faire subir ça, en fait. J'ai trouvé ça dommage, parce qu'il y a bien d'autres façons de créer ce mythe, mais en même temps, j'ai l'impression d'être un peu dure et j'ai l'impression d'en parler depuis 30 minutes, mais c'est très compliqué à écrire et moi je ne critiquerai jamais un auteur, sauf si il décide de faire la promotion de trucs vraiment, vraiment nazes. Mais là, chapeau bas quand même, parce que c'est complexe d'écrire une réécriture d'un mythe déjà fait, refait. Mais je pense que c'est aussi un genre qui s'essouffle, que la réécriture dite féministe et contemporaine, qui est en fait ultra lisse, ultra classique et ultra adaptée à nos mœurs, à nous, on en lit une et on a tout lu en fait. Et donc c'est dommage. Mais c'était quand même une lecture hyper intéressante, la preuve, j'en parle depuis très longtemps. J'ai rarement été aussi passionnée pour parler de quelque chose sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis contente de vous l'avoir filmée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu au mois de mai, si vous avez lu ces livres, s'ils vous intéressent. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.